Voici le second volet de ce travail de mémoire sur ma famille. Le premier volet a été particulièrement consacré à l'histoire de mes parents. Il n'est accessible qu'aux membres de ma famille et à une trentaine d'amis et de contacts, donc en cercle privé, sur ma chaîne YouTube. Ce second volet est accessible à toute personne désireuse de s'informer. Il concerne mon itinéraire dans la vie. Vous ferez donc un peu plus connaissance avec l'auteur d'un livre à paraître aux éditions Atlante dans les prochains jours et qui s'intitule « OVNI et phénomènes paranormaux, les différentes expressions de la réalité ». Merci à vous pour votre intérêt. Au moment où je présente cette introduction, pour information, je fête mon anniversaire. J'ai 81 ans. Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer de longues études à l'université. Mon père me proposa d'imiter son parcours, me présenter au concours d'entrée à l'École normale de Versailles, une fois mon brevet obtenu, à l'issue de ma scolarité au CEG du Centre à Pontoise, afin de devenir boursier de l'État, nourri et instruit en pension dans les murs de cette école normale, boulevard de Lesseps, où je passerai mes 2 bacs, établissement qui l'avait accueilli et qui permettrait de sortir, moi aussi, avec un diplôme qui scellerait rapidement ma titularisation en tant qu'instituteur. En cas de réussite, je devrais signer un engagement de service de 10 ans au sein de l'Éducation nationale. C'est le parcours que je suivis. Le concours avait attiré près de 400 candidats et je fus reçu 28e. Tout cela à la suite de l'année préparatoire à ce concours que j'avais suivi dans le groupe scolaire Jules Ferry de Conflans, qui avait donc organisé cette formation spécialement ciblée sur la préparation à ce concours. Cette année, c'était en 1953-54, et je venais chaque jour avec mon vélo depuis Neuville à Conflans. Mais l'hiver de l'année 1954 eut une vigueur exceptionnelle. Je me souviens de nos fenêtres dans la maison où s'imprimaient des frises de givre par ces températures matinales, parfois inférieures à moins 20 degrés. Lorsque j'arrivais à Conflans avec mon vélo, le professeur nous demandait de nous réchauffer d'abord auprès du radiateur avant de commencer le cours. L'hiver 54, ce fameux hiver qui vit le célèbre appel de l'abbé Pierre. Je reviens quelque peu sur nos débuts de vie à Neuville-sur-Oise, au niveau de ce qui concerne particulièrement ma petite personne, âgée de 11 ans en 1951, donc au moment de notre déménagement, et la suite après. Bien après cette nouvelle installation à Neuville, malgré que nous habitions à environ 800 mètres du pont provisoire qui ne fut pas rapidement installé pour relier les 2 rives de l'Oise, je fus surpris la nuit d'entendre les bruits réguliers que faisaient les dalles de bois au niveau de leurs joints fatigués au passage des véhicules dans leur trajectoire nocturne. L'autocar emmenait d'autres élèves à Pontoise, et parmi ceux-ci, je fus rapidement très proche de Gabriel Lenné, qui était scolarisé dans ma classe, un garçon très doué pour les études et qui deviendra plus tard maire de Juilmoutier, puis vice-président de la nouvelle communauté de communes de Cergy-Pontoise. Il nous arriva de parcourir à vélo ce trajet de Neuville à Pontoise, parfois en faisant des sortes de compétitions pour suivre les camions qui parcouraient ce trajet. Nous étions rapidement devenus des cyclistes performants. La scolarité à Pontoise ne fut pas un parcours tranquille. Il fallut obligatoirement passer et obtenir le certificat d'études, puis
À la fin de la 4e, le certificat complémentaire, un examen interne au collège qui ouvrait le droit de poursuivre notre scolarité en 3e année du brevet. Ce sera à la suite de ce dernier examen que je préparerai à Conflans-Sainte-Honorine le concours d'entrée à l'école normale d'instituteurs de Versailles. Pour aller prendre l'autocar à Vincourt, il fallait traverser l'Oise, alors que le pont provisoire, issu des surplus américains, n'était pas encore installé. L'ancien pont avait été détruit par des résistants qui s'étaient persuadés que cela ralentirait l'avancée des troupes allemandes, ce qui fut vrai, paraît-il, pendant quelques heures. Alors, comment traversait-on cette belle rivière? Eh bien, il y avait une grosse barque, maniée alternativement par 2 passeurs, messieurs Gaby et Maginot. Le deuxième nommé me fit un cadeau royal. Il me familiarisa avec la navigation de la barque, de quai à quai, en tenant compte du courant souvent assez puissant. Navigation et manœuvre que je maîtrisais rapidement, en ayant même la confiance des autres passagers embarqués. Le matin, très tôt, c'était le festival des Ragondins, qui circulait entre leurs terriers creusés sous les berges. Monsieur Maginot renforça mon amour de la pêche par de judicieux conseils et des savoir-faire que je possède toujours. Par exemple, l'art de monter soi-même des hameçons, des lignes. Collégien, pendant les vacances et les week-ends, je fus inscrit au club de boules du village, qui pratiquait la lyonnaise. Un jeune bijoutier trentenaire, monsieur Vincent, tireur d'élite, m'apprit à maîtriser cette gestuelle, et je fus assez rapidement remarqué en tant que bon joueur. De l'autre côté de la rivière, il y a une rue qui longe la rivière vers Joué-le-Moutier, route qui borde de belles propriétés éparpillées le long de ce trajet. En passant à vélo vers mes 14 ans par cette rue, je fus hélé par un garçon qui me proposa de venir jouer au volley-ball dans sa propriété. Il essayait de trouver des amis pour que nous nous retrouvions à jouer chez lui régulièrement. Ce qui arriva, en effet, ce fut une période formidable de jeu et d'amitié entre bons camarades. Il y avait un ponton qui permettait de joyeuses et fructueuses parties de pêche. Le statut social de mon nouvel ami évoluerait vers une grande aisance. Il serait un jour l'héritier des célèbres imprimeries Bussière à Saint-Amand-Montrond, dont les éditions du Fleuve Noir étaient un client privilégié. Ce qui arriva plus tard. Son destin fut néanmoins tragique, comme on le verra un peu plus loin dans cette narration. Progressivement, je fus apte à piloter aussi une vedette à moteur et d'autres types d'embarcations, telles celles qui se manœuvrent à la godille. Je vécus ainsi une adolescence heureuse. Mes parents me laissaient une liberté, dont j'utilisais la chance avec responsabilité. Et lorsque je quittais l'univers de l'école normale pour mon premier poste d'instituteur stagiaire à Conflans-Sainte-Honorine, précisément dans le groupe scolaire qui m'avait accueilli pour la préparation du fameux concours d'entrée à l'EN, je participais financièrement aux charges dans la maison de mes parents qui continuaient à m'accueillir. Je commençais à réfléchir sur ma propre destinée et je me dis qu'il fallait que je trouve une solution pour que je coupe ce fil qui me rattachait à eux depuis mon plus jeune âge. Il était nécessaire que je m'émancipe de leur univers, afin que je commence à vivre ma propre vie. Nous continuions à vivre nos jeux avec mes amis, et nous étions équipés de nos vélomoteurs bébé Peugeot à 3 vitesses, très performants,
qui me permettra une jolie escapade en Corse avec mon ami Michel, un de ces habitants des villas riveraines du Bordoise, parmi d'autres camarades recrutés par Pierre, le futur héritier des imprimeries Bussière. Je perdis de vue rapidement Michel, qui avait suivi des études assez poussées en électricité et qui était très branché, précisément, sur les communications entre radios amateurs. Alors que j'étais intégré à l'EN de Versailles, pendant les congés scolaires, j'avais suivi des stages pour encadrer des colos en tant que moniteur diplômé. C'était très formateur. Beaucoup plus tard, j'obtenais aussi un diplôme de directeur de centre aéré après un stage au centre aéré de la Dodie à Périgueux. Et à ce sujet, je fus chanceux de vivre une expérience totalement inattendue et originale, grâce à mon diplôme de surveillant de baignade. Ces expériences me procurèrent une capacité d'intégration complète et harmonieuse dont j'avais sérieusement besoin dans le monde des adultes et de la société contemporaine. Ceux qui ont pu prendre connaissance de la première partie de mes révélations familiales comprendront aisément cet itinéraire. Il m'échut donc une incroyable opportunité. Lors de mes 20 ans, étant une nouvelle fois admis à l'encadrement d'une colo, celle de la ville de Livry-Gargan, au mois d'août 1960, colo située dans le village de Lépieux, près de Flamanville, en bord de mer, je fus convoqué par le maire, précisément, dont le seul nom vous évoquera immédiatement une image de force et de détermination tout à fait conforme à la réalité du personnage. César Colaveri. Le directeur habituel, présent aux 2 séjours de la colo, lui faisait cette fois faux bond dans l'urgence, et le maire se trouva donc sans directeur pour sa colo, pour le mois d'août. Il me tint ce langage. Vous êtes le moniteur prévu le plus âgé. C'est pour cela que je vous ai convoqué. Je vous demande de prendre cette fonction de direction pour le mois d'août prochain. Si vous n'acceptez pas, il n'y aura pas de colo. Je lui répondis qu'il me faisait beaucoup d'honneur et de confiance, mais que je devais avoir l'autorisation parentale n'étant pas majeur. Il le comprit et me fixa un délai pour ma réponse. Mes parents furent enchantés par cette aubaine, et donc tout fut organisé et exécuté dans les délais prévus. Cette expérience improbable fut une réussite totale, qui me valut une gratification financière non prévue au départ. Je pris de plus cette expérience pour rédiger le mémoire que je devais présenter à la fin de ma dernière scolarité à l'EN de Versailles, qui validera ma bonne fin d'études et me procurera immédiatement le grade d'instituteur stagiaire dont la titularisation interviendra 1 an plus tard. Donc, 1 an plus tard, précisément, alors que j'explorais en camping le Cap Corse avec mon ami Michel et nos vélomoteurs, j'achetais comme à l'ordinaire le journal Le Monde, et j'eus la stupéfaction de lire un article qui décrivait les circonstances de l'assassinat
du maire de Livry-Gargan, César Colaveri, par un habitant de la ville, mécontent par son expropriation. J'ai retrouvé Michel plusieurs dizaines d'années après la séparation de notre destin. Nous sommes les survivants de la petite bande de copains, peut-être parmi 3 ou 4 autres, avec lesquels nous ne communiquons pas, et nous échangeons régulièrement des messages. Il a élu son domicile sur un bateau, donc il n'est pas proche physiquement de ma personne. Mais nous sommes très proches par nos idées, et nous sommes évidemment ravis de ces retrouvailles dans des circonstances vraiment particulières, à tout point de vue. Alors que nous étions encore à pratiquer nos jeux de volley-ball, nous fûmes un jour invités par une connaissance à venir nous présenter dans un appartement à Conflans-Sainte-Honorine. Il nous était proposé de faire connaissance, en ce qui me concerne particulièrement, avec de nouveaux amis. Il y avait là une jeune fille, promise aussi à enseigner, et cette jeune fille me tapa dans l'œil, comme on dit familièrement. Je décidai de me rapprocher d'elle et lui proposai rapidement de l'épouser. Elle accepta. Il y avait un problème à régler. Sa famille désirait un mariage religieux. Je refusai catégoriquement. Nous menaçâmes de vivre ensemble sans être mariés. La famille prit peur de cette éventualité, et il fut donc accepté que nous procéderions à un mariage civil, ce qui fut décidé et réalisé. Entre-temps, j'avais vendu mon bébé Peugeot, auquel j'étais pourtant très attaché. Je passai le permis moto toute catégorie, que j'obtins rapidement. Ce sera la même chose un peu plus tard. En Silson, je décrocherai brillamment le permis voiture. Le patron de la petite agence de Pontoise qui m'avait accueilli m'avait dit textuellement que si je n'étais pas reçu, alors personne ce jour-là de ces candidats ne serait reçu. J'avais donc acheté d'occasion une moto qui me donna bien des satisfactions, une Ariel 350. C'est avec cette moto que je conduisis ma jeune épousée jusqu'à Aix-les-Bains pour notre voyage de noces. Nous y avions loué une chambre dans un petit hôtel sympathique. Et alors, en arrivant sur Aix-les-Bains, il se produisit un événement peu banal. J'avais un bon casque sur ma moto, mais ce n'était pas un casque intégral. Au cours de notre descente d'un col, je fus piqué par probablement une guêpe juste sur la lèvre. Lorsque nous nous installâmes dans notre séjour, mon visage se mit à gonfler de telle manière que je dus me résoudre à ne plus pouvoir sortir de notre pièce tant que je me présenterais dans cet état, un visage à faire peur. J'étais devenu absolument méconnaissable. Un médecin appelé à mon chevet me fournit un traitement adéquat, et je pense que je fus contraint de garder la chambre au moins pendant 3 jours. Sacré début pour un voyage de noces. Le maire de Saint-Ouen-l'Aumône, Armand-le-Comte, était propriétaire d'une importante pépinière, près du Bordoise. Son physique exceptionnel faisait immédiatement penser au visage de Victor Hugo, ce qui était intrigant car sa naissance était restée mystérieuse, il n'avait jamais connu ses parents. Il avait salement dégusté pendant la guerre de 14-18. C'était le seul survivant de sa compagnie, une forte personnalité, mais très liée à sa famille. Son épouse était la sœur de la mère de ma femme.
Alors que nous conduisions la moto pour une révision des freins, ceux-ci répondirent mal en suivant une voiture qui dut piler trop rapidement pour ma mécanique. Nous nous retrouvâmes allongés sur le macadam, à moitié recouvert par une 2 chevaux, mais nous n'eûmes aucun dommage physique. Par contre, la fourche de la moto était pliée et ce véhicule devint instantanément inutilisable. Nos familles étaient évidemment affolées. Le maire nous proposa d'emblée de nous vendre à un prix très modique une 2 chevaux de son parc de voitures, pour tranquilliser tout le monde. Cette 2 chevaux fut un véhicule vraiment extraordinaire. Cela avait aussi été la première voiture de mes parents. Je commençais donc mon parcours de pédago stagiaire dans une classe très chargée, un cours de CE2, cela dans l'établissement que j'avais sollicité comme premier poste et qui était précisément ce groupe scolaire Jules Ferry à Conflans. Et j'eus la surprise d'avoir d'emblée une classe d'un niveau exceptionnel, en particulier boostée par 2 élèves dont je me souviens encore de leur nom, 2 élèves vraiment très performants, bûcheurs à l'extrême, Christophe Maléran et Bernard Pouchant, dont le père était par ailleurs professeur de philosophie. Dans les années qui suivirent, je fus confronté à la réalité courante de l'enseignement. Je dus quitter cet établissement pour un autre, toujours à Conflans, car Jules Ferry fut rapidement transformé en collège pour toutes ses classes. Ensuite, j'obtins un poste d'instituteur adjoint à l'école élémentaire du centre à Saint-Ouen-l'Aumône. Ce fut une sacrée belle expérience pour bien des raisons. Mon directeur André Buisson était secrétaire de l'œuvre des pupilles du Val d'Oise et il m'offrit souvent l'usage de sa voiture, une magnifique Renault 16. En effet, il m'avait régulièrement demandé de piloter sa voiture pour l'emmener jusque dans les Alpes lors de ses tournées d'inspection des établissements précités appartenant donc à l'œuvre des pupilles, le château d'Arvillard et la maison de Alvar. Mon directeur avait repéré mes talents de conducteur, mon envie permanente de voyager, envie qui ne m'a jamais quitté, si possible pour les longs parcours, y compris à mon âge actuel de 80 ans passés, sans avoir jamais été responsable d'un accident, ce qui est une grande chance, et en ayant subi quelques-uns pour de simples accrochages. Je passai un nouvel examen pour devenir directeur d'école, et en 1976, j'obtins la direction de l'établissement que je convoitais à Éragny-sur-Oise. Je bénéficiai rapidement d'un quart de décharge pour assurer la direction de l'école, et à partir de 1983, j'obtins un quart de décharge de service supplémentaire pour cause d'élection en tant que premier élu départemental de la section valdoisienne du syndicat Force ouvrière dans l'enseignement, SNUDI-FO, poste où mon élection fut reconduite tous les 3 ans jusqu'à ma retraite en 1999. En 1966, notre fille Nadia était née et tout se passait très bien, avec des beaux-parents extraordinaires qui vivaient aussi à Saint-Ouen-l'Aumône. Ma belle-mère avait été elle-même directrice d'école à Chenevières, commune limitrophe de Conflans. Son mari, qui fut donc un moment mon beau-père, était retraité d'une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication des ascenseurs, à Saint-Air-Otis, à Gennevilliers.
Mon extraordinaire beau-père, lecteur assidu du Canard enchaîné, vécut jusqu'à l'âge de 101 ans. Pour ses 100 ans, la commune d'Auvers-sur-Oise lui offrit une superbe réception. Mon épouse fut aussi institutrice. Elle avait obtenu un poste dans l'autre grosse école de Saint-Olomone, l'école du parc Le Nôtre, dirigée par mon collègue Lapergue. Entre 1983 et 1999, j'ai passé le quart-temps de mon activité professionnelle au dernier étage de cette maison départementale des syndicats qui abritait sur ce niveau les bureaux des différentes fédérations départementales force ouvrière. À la suite de différents événements depuis ma retraite, ces bureaux ont changé de site d'implantation. Ils sont situés à Saint-Ouen-l'Aumône. La période correspondant à la naissance de ma fille fut aussi marquée par un événement peu banal. On était encore en pleine guerre La période correspondant à la naissance de ma fille fut aussi marquée par un événement peu banal. On était encore en pleine guerre dite d'Algérie, et dès l'âge de mes 20 ans, je fis partie des appelés pour intégrer un régiment. C'était obligatoire pour tous les jeunes gens. Beaucoup de jeunes soldats, ainsi formés, étaient contraints d'effectuer une partie de leur séjour dans l'armée en participant à des opérations militaires en Algérie. Or, il se trouvait que j'étais absolument outré par cette guerre d'inspiration coloniale, et j'étais certain de la justesse de mon argumentaire, étant déjà très politisé par conviction. J'en parlais à un collègue habitant Pontoise et qui fut mon ancien professeur de sciences nat, M. Drumont, dont le fils, qui avait été scolarisé dans la même classe que moi dans notre parcours au parc aux Charrettes, portait curieusement le même prénom que son père, Abel. Son père s'occupait de stages de préparation militaire dans le cadre sportif. Comprenant mon raisonnement, il me proposa de m'aider pour échapper à la conscription. Je le remerciai, bien entendu, mais je lui expliquai que pour mener à bien un tel projet, je n'utiliserais que mes propres forces contre l'armée, car il y avait trop de jeunes gens complètement meurtris et abîmés par cette expérience pour que je puisse bénéficier d'un passe-droit dans de telles conditions. Il se trouva que lors de ma première prise de contact avec l'appel à conscription, l'armée m'envoya un papier qui me proposait un choix en tant qu'enseignant, parce que le pays avait aussi besoin d'instit en fonction dans les écoles. Ou bien je sollicitais un report d'incorporation renouvelable, reconductible, ou bien je devais partir pour le régiment. Je choisis le report d'incorporation. Donc, vers mes 26 ans, donc correspondant à l'année de naissance de ma fille, je fus définitivement convoqué par l'armée, et je devais intégrer le 23e RIMA basé à Maisons-Laffitte, régiment spécialisé pour la formation de commandos. Mais il y eut une erreur quelque part, car je fus intégré avec plusieurs semaines de retard par rapport aux autres appelés. Étant donc incorporé en retard au 23e RIMA de Maisons-Laffitte, les militaires ne savaient pas trop quoi faire de ma personne. Mon retard d'incorporation par rapport à mes jeunes collègues appelés posait un problème. Je fus d'abord utilisé pour des travaux de maintenance et d'entretien dans la caserne, balayage de tous ordres, nettoyage de grandes fenêtres, etc. Dès que je faisais un effort de bonne volonté, je m'auto-suggestionnais
en me plaignant de douleurs intenables au niveau du dos. Et le plus curieux est que, progressivement, ces douleurs étaient de plus en plus présentes et réelles. Je fus soumis à de nombreuses radiographies et les médecins militaires me certifiaient qu'ils ne diagnostiquaient rien d'anormal dans ma colonne. Ils pensaient évidemment que je bluffais. Je leur expliquais que je comprenais leur diagnostic, mais les douleurs, hélas, étaient toujours présentes, leur affirmais-je en permanence. Et ma gestuelle dans mes travaux, qui étaient observés, ne laissait paraître aucune supercherie. Je savais que je risquais gros. Les militaires me soumirent à au moins une radiographie par semaine. Ils ne voyaient toujours rien. Et de guerre lasse, ils m'envoyèrent carrément pour un séjour dans la chambre de soins la plus traumatisante possible au sein de l'hôpital militaire Percy à Clamart. Il y avait là de très grands blessés de la route, en particulier des motards de la police qui avaient été accidentés et qui se trouvaient allongés avec des traumatismes et des blessures terribles, parfois depuis plusieurs mois dans le même lit, pour certains. C'était effrayant. Mais je compris la manœuvre, qui n'eut aucun impact sur mon psychisme. Je restai une dizaine de jours dans cette chambrée, sans même avoir le droit de sortir de ses murs. Enfin, on me fit extraire de ce terrible endroit, et je fus réintégré à la caserne. Je ne changeai aucunement de stratégie. Mes 3 mois d'incorporation approchaient, et s'il devait y avoir un renvoi à la maison pour cause médicale, après ce délai, les textes stipulaient que je pourrais prétendre à recevoir une pension. Aussi, je ne fus pas trop surpris qu'avant l'échéance de ces 3 mois, je reçus un document que je conserve toujours et qui stipule que j'ai été réformé à titre définitif sans pension dans les temps réglementaires pour valider une telle décision. C'est dans ces conditions que je rentrai chez moi et que l'armée me laissa tranquille dorénavant. J'étais en poste à l'école du centre à Saint-Aulaumône avec mon cher directeur André Buisson. Nous avions quitté notre logement du parc Le Nôtre que le maire de Saint-Aulaumône nous avait aidé à obtenir, et nous avions acheté sur plan un appartement magnifique dans une tour au 9e étage, exposée au sud, tour qui faisait partie d'un ensemble immobilier important, la résidence Saint-Louis, qu'un promoteur audacieux avait réalisé dans le centre de la ville. Audacieux parce que tous les investisseurs consultés par le maire avant ce promoteur, nommé M. Siama, avaient décliné l'offre de la ville, parce que le site était jugé trop dangereux, étant situé dans une zone marécageuse. M. Siama fit réaliser une quantité de pieux en béton armés qui reposaient en fait sur la roche, bien en dessous de la zone marécageuse, et il garantissait que ces audacieuses constructions ne bougeraient pas du tout pendant au moins 500 ans. Ce promoteur avait conçu des logements à acquérir par achat, ce qui nous avait concernés, et il y avait aussi un quota prévu de logements pour des locations. Une fois installé, je pris conscience de la différence de statut des populations dans cette réalisation, et je proposai à quelques personnes de fonder une association de gestion des espaces extérieurs de nos résidences, afin que les aménagements prévus puissent servir à tous de la même façon, surtout pour les enfants. Le promoteur Siama fut enthousiasmé par ce projet. Il nous confia la réalisation du plan pour les aménagements extérieurs, et il dédia un appartement comme hôtellerie
à gérer par notre association, afin de pouvoir accueillir des familles ou des amis en visite chez les résidents. Nous éditâmes un journal de l'association dont je gérais la présentation, la mise en page des articles. J'avais déjà créé l'association des locataires du parc Le Nôtre, ainsi que le patronage laïque de la ville, qui accueillit rapidement des dizaines d'enfants. Et je fus nommé président de ce patronage par ailleurs par mes partenaires d'organisation. Le maire de la ville nous avait octroyé le château Pluche, vieille construction située près de l'église, au sein du parc Le Nôtre. C'était un bon commencement. En 1973, je pris la décision de divorcer. N'ayant aucun patrimoine commun avec mon épouse, n'étant propriétaire que de nos personnes, le divorce à l'amiable fut rapidement réglé. Lors de la date d'un de mes anniversaires, un pigeon voyageur entra dans l'appartement. Il était complètement épuisé. Nous prîmes contact avec le propriétaire belge dont nous avions les coordonnées sur la bague de l'oiseau. Ce monsieur nous remercia chaudement. Il nous indiqua la procédure à suivre, laisser l'oiseau tranquille pour toute la nuit et, le matin venu, le placer sur le bord de la fenêtre, d'où il prendrait son envol, afin de poursuivre son vol de retour. Nous mîmes simplement une coupelle d'eau à portée du bec de l'oiseau. Tout se passa comme prévu, et le matin suivant, placé sur le bord de fenêtre, l'oiseau prit son envol sans aucun problème. À peine installé dans notre beau logement, nous dûmes donc le revendre illico, en réalisant un bénéfice nul. Je pris une location au dernier étage d'une nouvelle tour, un immeuble récemment construit à Saint-Aulaumone, dans la partie haute de la ville. C'est dans cette situation que, parmi quelques aventures affectives, au cours d'une classe de neige, je tombai amoureux d'une jeune institutrice, une magnifique jeune femme, qui faisait partie de l'encadrement d'une classe de neige, comme moi-même. Je lui proposai bientôt de l'épouser, ce qu'elle accepta. Évidemment, en quittant notre appartement de la résidence Saint-Louis, je dus donner ma démission de l'association que j'avais initiée, l'ARSL, l'association de la résidence Saint-Louis. Je reçus un courrier daté du 24 avril 1974 de la part du président en réponse à ma lettre de démission, et ce courrier vraiment me fit chaud au cœur. Voici ce que je lus en particulier dans ce courrier. En fonction de nos excellents rapports et de votre activité passée, il a été décidé à l'unanimité de vous nommer membre honoraire. Soyez assurés que vous serez toujours le bienvenu parmi nous et que vous pourrez, comme nous l'espérons vivement, participer de nouveau, d'une manière active, à la vie de notre association. Nous vécûmes ainsi pendant un peu moins de 3 ans, et je demandai une fois encore le divorce. Ce fut un choc terrible pour ma Dulcinée, d'autant que je n'avais strictement aucun reproche à lui faire. Cette décision était, je pense, due à mon instabilité affective assez effarante pour mes partenaires féminines. Je ne pourrai jamais expliquer pourquoi j'ai désiré me séparer de cette beauté douce, fragile et tellement féminine. Elle voulut me récupérer en me proposant un voyage dans son Italie chérie, en particulier à Florence, où une rue portait le nom d'une célébrité de sa famille. Et l'on s'arrêterait à Cannes, où elle consulterait une voyante aveugle, mais qu'elle connaissait bien,
et qui était une personne célèbre et respectée dans son art. J'acceptais tout. Voilà ce que déclara la voyante. Oui, hélas, votre mari va effectivement divorcer. Il va s'amouracher d'une jeune femme qui lui fera tourner la tête. Il pensera que cette fois ce sera pour de bon. Mais, au bout de 2 ans, cette personne le lâchera brutalement et définitivement. Voilà ce que j'entendis et auquel je n'attachais sur le coup qu'une attention discrète. Le voyage en Italie fut merveilleux. Nous commençâmes par visiter Sienne avant de descendre jusqu'à Naples avec notre voiture, notre camping. Évidemment, nous vîmes et profitèrent de choses merveilleuses à admirer, à goûter, tant dans ces villes magnifiques que au sein de paysages de bord de mer aussi fabuleux que ceux que l'on peut découvrir en France, en Bretagne particulièrement, et en Corse. J'ai un souvenir particulièrement marquant de cette aventure. La montée des escaliers qui mènent au sommet de la tour de Pise. À l'intérieur de l'édifice, on ne se rend pas compte du fait que cette tour est inclinée, mais à chaque marche que vous empruntez, il faut rétablir son équilibre et sa verticalité sous peine de tomber. L'escalier est en colimaçon, comme on dit. C'est une sensation vraiment extraordinaire et véritablement étourdissante. Mais en rentrant à Saint-Olomone, ma décision de divorcer était intacte et ce qui fut dit fut accompli. Le choc pour elle fut terrible et je sais que la suite de sa vie ne fut pas spécialement heureuse. J'ai toujours ressenti un grand malaise devant les dégâts dont j'étais responsable. Ensuite, j'eus affaire à la réalisation des prédictions de la voyante canoise. Alors que j'étais encore en poste à Saint-Olomone, j'aidais à sa demande une jeune institutrice sur le plan pédagogique. Cette jeune femme était un véritable volcan qui m'emporta rapidement dans son univers. C'est avec elle que j'ai vécu 2 années extraordinaires. Je fis connaissance de son frère, ultra diplômé, qui devint un astrophysicien qui avait rédigé sa thèse de doctorat sur les révolutions des satellites de Jupiter, un travail qu'il avait pu poursuivre lors d'un stage prolongé à l'Observatoire du Pic du Midi, des travaux de mathématiques de haut vol menés à la suite de grands anciens et affinés aujourd'hui grâce aux ordinateurs. Ce travail le fit remarquer et embaucher par la NASA. C'était un jeune homme facétieux et d'une incroyable gentillesse. Les 2 sœurs de ma nouvelle égérie étaient aussi super diplômées. Le papa, veuf, était un ingénieur de haut vol, responsable sur le plan international de grands chantiers pour la société de construction Dumez, qui travaillait essentiellement à l'export et qui était très ami avec le grand patron. C'était une famille de très brillants bosseurs. Ce papa aura hélas un destin tout à fait rocambolesque et tragique à la fois. Je m'entendais très bien avec le frère de ma nouvelle égérie. On le voit ici en train de plaisanter avec ma fille qui l'adorait. Ce frère, super instruit, travaille aujourd'hui comme astrophysicien pour la NASA. Je pense qu'il partage aussi son travail avec les organismes français qui s'occupent de nos réalisations spatiales. Dans ce domaine, il y a beaucoup de collaboration entre différentes agences internationales. C'est avec ce tourbillon de jeunes femmes
que nous réalisâmes pendant 2 années consécutives de superbes voyages dont j'ai exposé les péripéties dans 2 vidéos installées sur ma chaîne YouTube. Le premier voyage dans l'ouest des USA, sur le thème de la visite des grands parcs nationaux, et l'année suivante, un voyage en Amérique centrale sur le thème de la visite des grands sites archéologiques. En revenant de ce deuxième voyage, nous installâmes notre caravane à Marciac, où nous participâmes à un stage de voile avec les Glénans. C'étaient des vacances formidables. Nous décidâmes de pousser notre itinéraire pour aller en Espagne. Mais ma Dulcinée m'indiqua qu'elle avait oublié sa carte d'identité dans son appartement, et elle partit donc la chercher. Je ne revis plus jamais cet ovni féminin. Je passe sur les conséquences qui furent les miennes à la suite de ce nouvel épisode. Il se trouve que la rentrée 76 arriva à grands pas, et c'est précisément lors de cette rentrée que j'étrenais mon nouveau poste, celui de directeur de l'école Henri Fillette à Éragny-sur-Oise, qui s'appellera plus tard l'école Albert Camus. Je prendrai bientôt possession du logement alloué au directeur de cette école, logement situé dans le bâtiment même qui abritait des classes, dont celle que j'avais choisie. Je fus donc directeur de cette école de 1976 à 1999, date à laquelle je pris ma retraite. Je vais vous présenter maintenant une lettre parmi les nombreux courriers que nous échangions tous les deux afin de clarifier, d'asseoir sur des bases solides notre situation et la connaissance de l'autre. Je recevais énormément de courriers enflammés. Celui que je présente, je pense, est un modèle du genre. Je souhaite que beaucoup d'hommes reçoivent ce type de courrier, mais sans les conséquences qui furent les miennes ensuite. J'ai fait ton arbre généalogique. Je sais d'où tu viens. Je connais bien tous les membres de ta famille. Il y a d'abord un aigle, le plus beau et le plus royal, qui t'a donné cette intelligence exceptionnelle et féconde, puis une immense forêt, où tu puises ta fraîcheur, le bien-être que l'on ressent avec toi. Une biche est passée par là, tu lui as pris sa douceur. Un de tes ancêtres a aimé la fée Ondine, et de leur amour tu portes les yeux. Un petit lutin malicieux s'est glissé dans ta famille, et grâce à lui, tu possèdes l'élixir de la jeunesse. On rencontre également dans le document exceptionnel que je possède un lion rugissant, sa santé, sa force, dont tu as hérité. Un rossignol t'a laissé le chant que l'on entend chaque nuit lorsqu'on a le bonheur d'être dans tes bras. Une statue a même eu l'audace d'aimer un membre de ta famille pour t'offrir sa beauté. D'un très beau chien, tu as hérité la tendresse et l'attachement. Un sage, avec une très longue barbe blanche, te donna sa compréhension. Un pauvre hère te fit cadeau de la modestie. Une sorcière ensorcelle précisément la famille. Et voilà, le pessimisme. La déesse amour passe par là, peint tes lèvres, tes mains, ton corps, afin d'en faire des chefs-d'œuvre de contact. Louis II de Bavière, tiens, connu, mais chut, c'est un secret. L'histoire retient qu'il n'aimait que les hommes, s'est uni avec un paysage tourmenté pour te léguer la sensibilité et l'angoisse. Un serpent froid et humide, je les adore, s'est croisé avec une grande cathédrale pour t'offrir l'imperméabilité sacrée. La pluie a fauté avec le soleil pour donner, parfois,
l'arc-en-ciel de ton sourire et les larmes de ton cœur. Un beau et grand roc de granit a tellement embrassé les vents et les tempêtes qu'il s'est payé le luxe de faire parvenir à sa descendance une ténacité et une résistance surhumaine. La vie a couché avec un elfe pour te donner en héritage l'amour de la beauté, de l'être, de la vérité et de la franchise. Attention, voilà l'horrible bossu qui vient semer le doute de soi-même, de sa valeur, aussi tenace que les racines d'un chêne. Et je vois ton père qui t'offre sa sensibilité de poète, de témoin, puisque les poètes sont des témoins, et ta mère te donne sa retenue, son monde secret. Et au bout, il y a Gérard. L'année où je quittais mon poste à Saint-Olomone, en 1976, il y eut plusieurs événements d'importance pour moi. Dès ma prise de poste à Éragny, je voulus avoir des nouvelles de mon ancien directeur. Je ne m'étais pas manifesté auprès de lui pendant mes congés qui s'étaient déroulés aux USA. Voir ma vidéo documentaire sur cette escapade en compagnie de ma nouvelle amie ayant divorcé d'avec ma deuxième épouse. Je pris donc rapidement contact avec la famille Buisson, et j'appris que la prophétie dont m'avait entretenu mon ancien directeur s'était accomplie. Il m'avait assuré bien profiter de la vie, ce qui était évident, j'avais pu le vérifier, parce que, avait-il expliqué, une voyante lui avait prédit qu'il mourrait à 60 ans. Pour ces 60 ans, qu'il eut effectivement aussi en 1976, quelle année riche d'événements, André Buisson avait acquis une fort jolie maison qu'il m'avait fait visiter par ailleurs dans une charmante ville de l'Eure. Le mois qui suivit sa mise à la retraite, il fut foudroyé par un cancer des os et emporté dans l'autre monde en moins de 3 semaines. Il venait d'avoir 60 ans. Ce drame en rejoint un autre semblable. J'avais de temps à autre l'idée de revoir un de mes anciens amis que j'avais connu adolescent, qui disposait d'une magnifique maison avec ponton pour la pêche au bord de l'Oise, le fameux Pierre, qui m'avait recruté pour jouer au volley-ball dans sa propriété. M'en allant comme d'ordinaire pour le voir, je fus accueilli par son épouse, qui m'apprit son décès, datant d'il y a quelques mois, à la suite d'un cancer d'origine lymphatique foudroyant. Or, Pierre, étant adolescent, avait fait l'objet, avec moi, de prédictions d'une voyante qui lui avait précisément prophétisé ce destin, incroyable mais vrai, comme l'on dit souvent. Toutes ces années passées à l'école Albert Camus, à Éragny, je fus accompagné en particulier par 2 enseignants qui furent les piliers permanents de mon école. 20 ans ont passé depuis ma mise à la retraite. Nous sommes restés des amis sans qu'il y ait eu jamais une ombre entre nous. Et évidemment, je fus accompagné par d'autres enseignants qui ne furent pas malheureux dans mon école. Plusieurs années passèrent. Je ne fus jamais seul. Mais j'enviais en sourdine ce lien extraordinaire que mes parents avaient tissé dans leur liaison pendant tant de dizaines d'années, jusqu'au bout. Et un jour, je me retrouvais dans mon école avec 2 petites filles dont la situation familiale m'interpella.
je contactai la maman en tout bien, tout honneur. Oui, mais, à la suite de circonstances particulières, cette maman devint mon épouse, et nous voilà partis cette fois, pour vivre jusqu'au bout cette nouvelle aventure. Cela fait 40 ans que nous vivons ensemble. Lors de notre mise à la retraite, comme je ne bénéficiais plus de mon appartement de fonction, nous achetâmes une maison ancienne dans l'Eure, très proche de là où résidaient mes parents et où réside encore ma fille et son adorable famille. Cette vieille maison, avec nos petits bras musclés et le travail obligé de quelques professionnels aguerris, nous transformâmes notre longère en une grande maison confortable, avec un beau terrain aménagé assez devant, en retrait de la route nationale 15. Nous y vécûmes une vingtaine d'années, avec les meilleurs souvenirs possibles. Au moment très récent où j'ai eu l'idée de procéder à cette compilation sur la vie de mes parents, qui donna lieu à une vidéo seulement visible dans un cadre privé, je prévoyais évidemment de terminer ce travail par la publication de ce projet qui constitue le témoignage des principaux événements de ma propre vie. Et je n'ai aucune raison de placer ce document dans un espace médiatique privé, comme c'est le cas pour la première partie de cette réalisation. Cette deuxième partie est donc visible parmi maintenant bien d'autres publications sur ma petite chaîne YouTube et sa jumelle Odyssée. Et cette publication, effectuée maintenant en ce mois de mai-juin, je pense que ça va déborder un peu, elle précède de quelques jours donc la publication de mon livre, édité par les éditions Atlante. Je suis en questionnement permanent depuis ma plus petite enfance, et ce, pour des raisons que j'ai exposées dans ma première vidéo. C'est à un point peu imaginable. Je cite, à la suite de cette entrée, une anecdote qui illustre bien cette faculté. Il s'agit de mon attitude lors d'un cours dispensé par notre professeur de sciences pendant mon année de préparation au concours d'entrée à l'école normale de Versailles. Avant de passer à cette anecdote, et j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres, je peux préciser que cette disposition de mon esprit m'a beaucoup aidé dans la prise en compte de témoignages que l'on a désiré me confier, et très étrangement, alors que je ne les avais jamais sollicités, ce que j'ai maintes fois expliqué dans mes interventions, je suis totalement sincère. Alors, il ne faut pas tenter de comprendre comment et pourquoi il en fut ainsi. Je n'aurai pas de réponse possible à cette question, pourtant bien justifiée. Et ce qui m'est parfois arrivé a augmenté sérieusement ces aspects énigmatiques de ma personnalité et se trouve à la source de la décision que j'ai jugé utile de mettre en œuvre, à savoir la publication très prochaine de toutes ces relations dans un livre qui va être publié par les éditions Atlante, avec une synthèse pour aller le plus loin possible dans cet effort de compréhension sur la nature possible des événements rapportés. Le professeur M. Tardieu, décédé précocement d'ailleurs dans un terrible accident d'automobile lors d'un départ en vacances, alors que j'étais déjà instite, alors qu'il expliquait comment fonctionne un circuit électrique, moi, je me posais sans cesse la question d'essayer de comprendre ce qu'était un électron et comment ça pouvait voyager dans un fil. Cette question me taraudait, vous ne pouvez pas vous imaginer. Aussi, je perdais rapidement les explications du cours.
Eh bien, c'est cette faculté de questionnement et ma facilité d'écriture, ma capacité d'écoute de l'autre, acquise grâce à mon métier, c'est cette faculté qui m'a permis d'enregistrer tant d'étranges témoignages, ainsi que les miens propres. Les expériences que j'ai vécues ou que l'on a souhaité me rapporter, cela m'a rapproché d'autres chercheurs de vérité qui demeurent dans cette région d'Île-de-France. C'est ainsi que nous avons participé à l'animation d'un important site de rencontre ufologique, OVNI Paris, et que nous nous sommes aussi régulièrement retrouvés dans un restaurant à Port-Cergy autour d'une bonne assiette. Lorsque j'ai rencontré ma dernière épouse, donc, comme je l'ai indiqué, dans des circonstances vraiment particulières, j'avais d'emblée repéré que sa détresse cachait en fait d'incroyables potentialités. Et je fis de mon mieux pour qu'elle puisse se sortir du triste état dans lequel les circonstances l'avaient projetée, avec ses 2 filles, au bord d'une forme de précipice, très intelligente, un puits de science dans bien des domaines, grâce à des expériences professionnelles variées et une enfance particulièrement riche d'apprentissage et de désillusions d'origines diverses. Puits de science sur les plantes, les travaux d'aiguille, les animaux domestiques, et avec son expérience d'infirmière, bien d'autres compétences. Par exemple, dans le domaine des arts culinaires, le bricolage, l'agencement et la rationalisation des volumes à l'intérieur d'un logement. Son origine lorraine et son père, qui était d'un ingénieur diplômé de l'école des arts et métiers, une expérience de vie à l'étranger dans un milieu difficile en Europe centrale, quand elle avait dû suivre son précédent époux qui effectuait des missions à l'étranger, tout cela développa ses connaissances et sa débrouillardise qui l'aidèrent à surmonter bien des difficultés. Une honnêteté parfaite, une éducation de ses filles exemplaire, une travailleuse infatigable qu'elle est demeurée aujourd'hui. Je pense lui avoir apporté ce minimum qui lui a permis, qui l'a aidé à s'épanouir quelque peu et de réussir complètement, en premier, le plus important, l'éducation de ses filles. Voilà un portrait rapide de mon épouse qui a forcé mon admiration permanente pour cette femme et mère exceptionnelle. Dans toutes ces péripéties, je n'ai pas pu m'occuper de l'éducation de ma propre fille, comme cela eût été souhaitable. Mais elle sait combien est fort mon attachement à sa petite famille, et combien je suis fier de ce qu'elle est et de ce qu'elle vit. En classe de neige. Ma mère, avec ses 2 petites filles, s'adapte. Avec mes 2 sœurs. Avec ma sœur cadette et mon beau-frère. Mon épouse. Notre camping-car, pendant un temps. Alors que j'étais encore en fonction à l'école Camus, je reçus un soir un appel téléphonique tout à fait inattendu. C'était un très ancien élève, Bernard Campeau, qui me contactait afin de me remercier. Remercier pour lui avoir, en classe, donné le goût de l'importance de l'intérêt qu'il faut développer concernant toutes les choses liées à l'espace,
la météo et l'espace en général, les planètes, les étoiles. Il me dit que cela l'avait aidé à orienter ses études pour devenir au final un pilote émérite et très gradé dans l'armée, avec de nombreuses missions à vocation humanitaire. Donc, de manière très concrète, il me fixa un rendez-vous à l'aérodrome de Pontoise pour m'offrir un baptême de l'air de plus d'1 heure, où nous survolâmes notre maison dans le département de l'Eure, ainsi évidemment que le château de Gisors, un souvenir bien agréable et inoubliable. Une fois retraité, à 60 ans, je repris du service avec une officine vouée à l'éducation destinée à des enfants qui, pour diverses raisons, ne pouvaient pas être scolarisés dans les structures existantes. Je travaillais donc jusqu'à l'âge de 65 ans pour cette association privée dont le siège est à Paris au nom de Votre école chez vous. J'ai un souvenir particulièrement émouvant d'une famille à Argenteuil dont je me suis occupé de son enfant, Pierre. Regardez plutôt ce courrier que je reçus à la fin de mes prestations. C'était une carte portant un dessin de cet enfant et qui m'était offerte et que vous avez sous les yeux. Et il y avait ce petit mot des parents. Notre déménagement à Marseille n'était pas dans nos prévisions initiales. Nous avions décidé de quitter notre belle longère sise en Haute-Normandie pour plusieurs raisons. Notre hyper-isolement en milieu rural devenait peu compatible avec notre vieillissement inéluctable, et la région était recensée en tant que désert médical. De plus, je venais de subir des interventions chirurgicales qui m'avaient affaibli et j'avais maigri définitivement de plus de 40 kilos avec une sensibilité au froid qui m'était inconnue auparavant. Ayant connaissance de cette situation, ma belle-fille et son compagnon, ayant décidé aussi de construire une maison plus adaptée à leur agrandissement familial, ils nous proposèrent de nous accueillir et de nous louer cette maison. Nous acceptâmes évidemment cette proposition qui nous projetait en plus au cœur d'un quartier envié à Marseille pour toutes les commodités qu'offre cette ville, totalement compatible avec nos nouveaux besoins. Ma belle-fille, vous le savez, c'est l'une de ces petites filles dont j'ai évoqué l'existence en tant qu'élève dans mon école à Éragny. Petite fille dont j'épouserai la maman. Et pour terminer cette narration, voici notre habitation actuelle à Marseille.